Salut à tous, épisode 2 avec la Lotto Destiny. Donc on est toujours sur Pro Cycling Manager 2024 et on poursuit notre saison, hein, elle n'est pas prête de s'arrêter. Derrière tous en file indienne, derrière Arnaud Delis, avec, on l'a vu, la question des objectifs de course qui va être relativement facile à régler. En revanche, puisqu'il s'agit d'obtenir des invitations que nous avons automatiquement, de par le statut de l'équipe. En revanche, il y a quelque chose qui est un vrai enjeu, ce sera au niveau de la prospection où on devra chercher un co-sponsor. Il y a aussi les objectifs de saison. Alors, top 10 du classement mondial, remporter 15 courses. On devrait arriver normalement à remplir les deux si on se débrouille correctement. Oui, donc voilà, je vous disais, la prospection, c'est un domaine qui va être intéressant, puisque au fur et à mesure apparaîtront des offres, un petit peu au gré de nos performances. Il y aura des offres de sponsors, ou plutôt, en l'occurrence ici, de co-sponsors, puisque l'auto est sous contrat jusqu'en 2027. En revanche, Destiny arrive en fin de contrat après la saison 2024. Donc, le calendrier il est ce qu'il est, hein, c'est-à-dire je suis encore au moment du mois de février sur les courses qu'on pourrait appeler courses de préparation. Alors j'ai un petit peu joué de ci, de là, vous verrez. Le but étant évidemment de voir si pour Arnaud Delis tout continue à fonctionner, s'il continue à gagner notamment des sprints emmenés par un train raisonnable. Et Dieu sait si on a de quoi faire à ce niveau-là. Et puis après, donc voilà, à l'image de ce que je vous avais proposé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire un Arnaud Delis quand même, lui, capable de dépasser son poisson pilote. On va arrêter les blagues. Après, évidemment, deuxième focus, c'est Maxime Van Heels. Donc pour lui, il va falloir essayer d'aller gagner quelques courses. Et puis Lennert Van Eetvelt, qui est lui plutôt notre grimpeur, dirons-nous, alors que Van Heels, c'est le puncher de l'équipe, principal en tout cas. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de partir un petit peu à la découverte des performances sur cette période-là, de ces coureurs-là, sachant qu'on est en forme très modeste, hein, puisqu'on est sur un début de saison, et j'ai ainsi le tour de la communauté de Valence à vous proposer, avec quelques étapes plutôt favorable à un coureur comme Maxime Van Heels, et on verra un petit peu si on arrive à tirer notre épingle du jeu ou si c'est compliqué. J'ai autour de Van Heels une belle équipe, hein, vous voyez, avec Gregard, Van Eetvelt est là, mais il y a Van Hoek, il y a Monique, il y a Andreas Krohn, voilà, et le petit Bergmoes. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on a une équipe ici qui est capable de bien impacter la course, hein, donc on peut se permettre à des moments, quand on voit que l'échappée paraît délicate à rattraper, on peut essayer de rouler, et puis on peut aussi essayer de mettre Van Heels sur orbite. On verra en tout cas ce qui est faisable. Joli plateau, en tout cas des coureurs plutôt en forme présents sur ce tour de la communauté de Valence. Donc ça veut dire que pour tirer son épingle du jeu, c'est pas forcément donné. Et ainsi, regardez, à l'image de cette première étape où Van Eetvelt sera court, ça n'est pas son registre exactement, et où c'est Matej Mohoric qui va ici s'imposer. On voit David Gaudu, Mathias Thielmose, on voit quelques noms assez intéressants présents dans ce final. Pavel Sivakov, Ben Illy, Isaac Del Toro est également présent sur cette course. Voilà, on a tendance à oublier que UAE a préparé l'avenir déjà, puisque outre les coureurs que vous avez vus s'illustrer sur le Tour de France, et de quelle manière, avec même l'abandon de Ayuso, il y a encore beaucoup de réserves et beaucoup de possibilités pour l'avenir. C'est une véritable machine de guerre. Van Heels, encore une fois, dans les favoris au moment d'aborder l'étape 2. Alors toujours pareil, une arrivée derrière une bosse, et puis on verra si
la qualité de descente qui n'est pas optimale hein, chez Van Eetvelt. C'est un petit peu le truc qu'on peut regretter chez ce grimpeur. C'est qu'en fait, il ne descend pas très très bien. Contrairement, par exemple, à Van Hills qui descend mieux. Hein. Bon, voilà des choses qu'on essaiera soit d'exploiter, soit on essaiera d'aller contre certaines petites limitations pour nos coureurs. Monique, Gregard, Van Hills et Van Eetvelt ont pris le bon train ici sur cette arrivée d'étape numéro 2 et ça va se jouer au punch, au sprint entre punchers en tout cas. Regardez qui va s'imposer, Julien Alaphilippe peut-être. Et regardez là, c'est rigolo, c'est Mathieu Burgodeau qui revient du Diable Vauvert et qui vient comme ça nous damer le pion. Bon, par contre, il y a eu un petit écart au général, hein, ce qui fait qu'on va être peut-être placé en vue de la suite. Est-ce qu'on a les moyens de gagner ce Tour de la Communauté de Valence? Je n'en sais rien. En revanche, ce qu'on a moyen de faire, c'est exister, peser, parce que c'est quand même une course qui est de notre niveau. Tiens, jolie place pour Alexei Lutsenko, 5e. David Gaudu encore placé. Et au général, voilà, nous aussi, on est placé. Il y a de très faibles écarts qui sont dus aux bonifications prises par notamment Matej Mohoric et Burgodeau, hein, tout à fait. Voilà, étape suivante. Là, j'ai pas emmené de sprinter, hein, donc il va pas falloir s'attendre à des miracles. On va donc regarder très calmement la toute fin de course pour voir qui s'impose parmi les sprinters présents. Allez, Tim Merlier, waouh. Tim Merlier, vraiment haut la main. Groenewegen qui vient compléter le trio de tête avec Kees-Bol. On voit Bauhaus battu, Coquard battu et d'autres également. Bon, rien à signaler de particulier sur ce sprint, si ce n'est que quand l'adversité ne comporte pas Philipsen ou quelques autres très très forts, Tim Merlier reste le meilleur, hein, et il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Ensuite, au général, ça n'a pas réellement bougé. On a juste relevé un coureur pour pouvoir s'échapper. Qui sait? En tout cas, c'était une de mes envies. C'était peut-être d'essayer de m'échapper ici ou là. De toute façon, si on le fait pas ici, on le fera plus tard sur Paris-Nice. Et on essaiera d'animer la course, dirais-je. Voilà. Donc oui, vous l'avez vu, j'ai un peu vendu la mèche. Sylvain Moniquet, que j'avais relevé pour pouvoir le lancer en échappée, va se retrouver dans l'échappée matinale. Et peut-être un petit rôle à jouer, on verra. Ou alors essayer d'aller piquer les points de la montagne. Pas évident, hein, parce que les sprints, vous avez vu, ça c'est un sujet que quelqu'un a abordé dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos. Il me disait, mais en fait on fait comment pour aller choper les points GPM? C'est un vrai problème, je vous l'avoue. Moi je me suis fait surprendre parce que j'étais sur le peloton. Alors ça c'est aussi encore un truc avec lequel il faut jongler. C'est que des fois on se retrouve largué bêtement. Donc après ça consomme pas mal d'efforts, comme vous le voyez ici, pour pouvoir rentrer sur nos compagnons d'échappée. Après, il y a une belle avance, hein. Elle est au-delà des 6 minutes, un petit peu plus tard. Et le peloton également est scindé en deux parties. Donc, il y a vraiment ici une étape qui va morceler tout ça et qui va permettre à chacun de trouver sa place au général. Tiens, on voit Mohoric qui fait rouler ses équipiers. Devant, j'essaye de tirer mon épingle du jeu avec Sylvain Moniquet, notamment ici par un énorme effort en essayant de me débarrasser peut-être de certains compagnons d'échappée. Vous voyez que l'écart quand même se réduit, mais l'échappée ira au bout. 4,40, 4,50, 5 minutes environ, elle va aller au bout. Cette échappée, d'autant plus que on est en train ici de perdre à peu près toute notre énergie au sein même de l'échappée, face à d'autres qui objectivement sont plus en forme que nous. C'est la vie. Zwiehoff qui ici par exemple s'illustre
sur ses démarrages et ses accélérations pour, au final, une victoire qui se dispute entre échappés. Et ce sera pas pour nous. Sylvain Moniquet aura essayé, aura été à l'avant, mais à l'arrivée, la victoire n'est pas pour nous. Et après, on a les petites accélérations traditionnelles des leaders pour essayer de refaire un peu de leur retard. Mais regardez, l'addition est quand même assez salée sur la ligne. Hein. On est au-delà des 3 minutes hein, pour tout le monde, même pour Mohoric, hein, qui s'est détaché un petit peu sur la fin. C'est vraiment des courses de début de saison. Il ne faut pas s'en offusquer. Ça se passe comme ça se passe. Et l'important, c'est d'arriver à trouver des petits repères. Badilatti, Matteo, qui s'impose avec, bon, en général, vous voyez, il avait du retard, hein, donc on est toujours placé avec Van Hills, avec Van Eetvelt, et puis l'étape 5, bah, sans surprise, ne bouleversera pas grand-chose. C'était sur les étapes 1, 2 ou 4 qu'il fallait s'illustrer. Sans cela, fichu, et donc, bah, c'est pas grave. On va donc très très sereinement laisser cette course se terminer. Il y aura un top 10 pour chacun de nos 2 coureurs que j'ai signalés avant, hein, nos 2 leaders, si j'ose dire ici. Et puis tout simplement, constater que bah, rien ne nous est donné, tant mieux. C'est donc dans la difficulté, moi, souvent, que je trouve quand même l'essentiel de mes satisfactions dans ce jeu. Après, vous allez me dire, ouais, des fois, tu gagnes des trucs, c'est presque irréaliste. Ouais, mais je me suis battu. Et donc, si je me bats et que je gagne, exemple Tirreno avec Lutsenko face à Pogacar, bah là déjà, je le vis mieux parce que je me dis que j'ai quand même mis all-in sur la course. Ici, c'est une course de début de saison, on n'a rien misé, on n'est pas en forme, et donc bah, très très logiquement, voilà, victoire finale de Matej Mohoric, joli top 10. Allez, basta, on passe à la suite. C'était une petite expérience, en tout cas, moi, qui m'a intéressé, là, en ce début de partie, d'arriver à jouer quelques courses. C'est plutôt précieux. Tour de la Communauté de Valence qui s'annonce. Pardon, on vient de le jouer, excusez-moi. Après, voilà, ben, j'ai un petit peu joué de ci, de là. Quelqu'un m'a signalé qu'Alex Segart, méritait de bénéficier de l'équipement, puisqu'on a de l'argent, l'équipement total pour le coureur de contre-la-montre. Ouais, très très bonne idée. Donc je lui ai offert ce combo, on va dire, d'équipement pour être meilleur en contre-la-montre. Alex Segart, peut-être quelqu'un qui nous fera plaisir ici ou là dans cette carrière. 35 000, après tout, ça n'est pas horrible vu qu'on a les moyens et qu'on va forcément gagner un peu d'argent ici ou là. Et donc ce sera très très vite oublié. Voilà, on continue. J'avais la classique du Var là, que j'ai joué pour essayer d'aller chercher au sommet du Mont Faron une victoire de prestige, on va dire de prestige personnel. Donc on a fait le boulot, hein. Il n'y a pas non plus grand chose à dire. La montée du Faron est belle, hein, mais la course en elle-même, je trouve, se passe de manière assez pourrie vis-à-vis de l'IA. Donc j'ai même pas envie de développer davantage. Après, il y a Tour d'Algarve, Tour d'Andalousie et Tour des Émirats Arabes Unis avant d'aller sur Omloop. Et j'ai décidé d'avancer et d'aller directement jouer le Omloop, changement complet de décor. Omloop Het Nieuwsblad avec Arnaud Delis, cela va de soi, en chef de file, et éventuellement Florian Vermeersch au cas où. Vous avez vu que le plateau est joli, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, etc., Mats Pedersen. Bref, on n'est pas favori, et ça me va bien. Parce que du coup, en fait, ça veut dire que les autres rouleront, et qu'après, il faudra être opportuniste dans le mur de Grammont, et dans le Bosberg, voir peut-être quelle roue est-ce qu'on doit prendre. D'ici là, bah, se positionner. Vous voyez, la zone devant se passe de manière relativement calme. Et puis après, voilà, tout va se jouer sur le positionnement. C'est toujours pareil sur les courses pavées. Être positionné à l'entrée des secteurs. Si on veut ressortir
et se mettre en bonne position et se mettre à l'abri de certaines relances de l'IA. C'est ce qu'il faut faire, hein, voilà, tout simplement. Donc là, pour le coup, on est assez rompu à ce genre de mécanisme. Certaines fois, il y a des petites attaques comme ça, 30-40 bandes de l'arrivée. Si les favoris commencent à s'exciter, par contre, il faut faire gaffe. Il faut être très très prompt à réagir. C'est ce qu'on essaye un petit peu là de faire, hein, d'aller à l'avant, de bien, en effort curseur, bien sûr, faire attention à ce que un Van Aert ne prenne pas la poudre d'escampette, le MVDP non plus, etc. Il faut faire gaffe, quoi. Donc, fort heureusement, il y a toujours des gens pour rouler à ce stade-là. Mais attention, parce que dès qu'on aura abordé, on va dire, le mur de Grammont et qu'on sera dans la partie entre mur de Grammont avec Bosberg et l'arrivée, là, il n'y aura pas forcément quelqu'un pour rouler, quoi. Donc, il faut, on rentre maintenant dans le Money Time. Toujours excitant à jouer, hein. Moi, j'adore jouer ces fins de course. On se positionne à l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on veut partir à 8 hein, ou à 7, pardon, mais voilà. Regardez, hop, termine le Bosberg. On a bien amorti plutôt cette partie-là. Il n'y a qu'une petite vingtaine de coureurs hein, qui vont se disputer la victoire ici. Arnaud Delis est dans une roue. Florian Vermeersch également. Bon, après, on a encore Campenarts et Jesper de Beust pour essayer de prendre d'autres roues. On est plutôt pas trop mal en termes numériques. Après, le problème, c'est que on n'a pas les meilleurs coureurs, mais en revanche, pour être bien présent au bon endroit, on y est là. On fera gaffe à Pedersen. On va faire super gaffe peut-être à Philipsen. On va voir est-ce que Wout van Aert peut faire quelque chose. Hop. Départ de Pedersen. Très joli celui-là, hein. Mine de rien. Il était imparable. Au nom de sa note d'accélération, il n'y avait pas possibilité de suivre même dans la roue. Allez, hop, tout le monde a réagi. De Beust dans une bonne roue. Et le contre immédiat de Michael Matthews avec Philipsen qui s'est porté aussi à son niveau sans tarder. Avec Van Aert également présent. Allez, il va falloir sprinter ici. Arnaud Delis qui part de loin. Philipsen qui semble avoir gagné. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression. Et Arnaud Delis qui vient quand même chercher une jolie deuxième place. On n'a pas existé face à Jesper Philipsen. Beaucoup trop fort ici. Mais c'est pas bien grave. Vu que on est en début de saison encore une fois et que on se jauge. Moi je trouve que deuxième c'est bien déjà. Je suis assez content d'avoir été deuxième là-dessus. Arnaud Delis, je trouve, fonctionne bien hein, sur ces courses-là. Au niveau d'ailleurs de son profil, au Arnaud, hein, vous l'avez IRL vu comme moi échouer sur les sprints au Tour de France, mais c'était son premier Tour de France, me semble-t-il. C'est pas grave. Mais je crois qu'en fait, en termes de profil de coureur, d'ailleurs, on va essayer de prendre notre revanche le lendemain à Kurn. Je crois qu'en termes de profil, Arnaud Delis, c'est quelqu'un qui a, attention, hein, toute proportion gardée pour le moment, mais plus une stature à la Tom Bonnen. C'est-à-dire que on va pouvoir espérer gagner quelque chose avec Arnaud Delis sur un Tour des Flandres. À mon avis, c'est quelque chose qui est assez possible sur le jeu. Il y a juste cette note en pavé et en plaine qui me paraît un tout petit peu courte. Et donc, à ce niveau-là, j'ai peut-être quelques inquiétudes, mais il a du potentiel encore, et donc, en lui faisant suivre un entraînement adapté, peut-être espérer, viser des courses comme Gand-Wevelgem la première année. Qui sait, un GPE 3, pourquoi pas, en étant bien encadré comme c'est le cas, parce que c'est une belle équipe. Pour ce qui est des Flandriennes, hein, il y a vraiment matière à faire. Donc, échappée reprise en tout cas ici à Kurn, et on va essayer d'emmener avec Vermeersch qui s'écartera pour ensuite laisser à Beulens
Puy de Beust le soin de mettre Arnaud Delis dans les meilleures dispositions qui soient. Attention à Philipsen toutefois, qui est encore présent, et c'est quand même pas rien. Allez, on a lancé ici, avant le virage, il y a Vermeersch qui gêne un peu, dommage, oh là là, quel dommage. Il gêne, l'ami Vermeersch nous a bien gêné, et c'est dommage parce que vous voyez, sur l'accélération, Philipsen a été impossible à rattraper. Je pense toutefois que si on n'avait pas eu cette config avec un virage à 2,2 km de la ligne et la possibilité d'emmener un petit peu mieux Arnaud, ça pouvait déboucher. Et donc, je suis un petit peu déçu par rapport à cela. C'est la config de course, tant pis, mais deuxième place, peut-être un petit peu plus décevante que ne l'était la deuxième place sur Homeloop juste avant. Bon, pas grave, on vivra avec, il n'y a pas de drame particulier. Une fois qu'on a joué ça, évidemment, on avance d'une semaine pour aller du côté des Strade Bianche. Strade Bianche, notre prochain objectif juste personnel, parce que le sponsor n'a rien demandé, bien évidemment. On a obtenu, vous voyez, des invitations entre-temps sur tout ce qui avait été demandé. Puis on a un petit contact déjà, Lotto Zigo, avec Pays-Bas, qui est important pour le sponsor Zigo. Ok, on verra, il y aura d'autres propositions, très certainement. Et il n'y a pas besoin de se dépêcher par rapport à ça. Ici, sur les Strade Bianche, donc, on va jouer ici. À noter que j'ai gardé exceptionnellement le variant de base du jeu. Ok, n'oublions pas que je suis sur la D-baguette ici, alors que dans l'autre partie avec Astana, j'étais sur une partie en World DB. Et ça change peut-être pas mal de trucs. La World DB étant peut-être un petit peu plus complète au niveau des profils. J'ai décidé de jouer le jeu totalement et de rien changer à ce que me proposait la D-baguette avec l'Auto Destiny. Si on voit que c'est cramé, on sera toujours à temps de s'adapter pour la saison qui suivra. Et que se passe-t-il en fait sur ces Strade Bianche? Il reste encore 80 km jusqu'à l'arrivée. Et j'ai le regret de vous annoncer que nos coureurs sont à l'agonie la plus totale. Il y a un moment où il y a eu des accélérations un petit peu l'une après l'autre là, et ça a été une calamité pour tous mes équipiers. Regardez, on se retrouve quelques kilomètres plus tard avec Krohn, Gregard, Van Moer, Eenkhoorn, Moniquet et Vanouk, il était déjà lâché, qui sont à l'agonie, et le seul Maxime Van Hils pour essayer de tirer son épingle du jeu dans un groupe de 50 coureurs. Donc là, moi je dis, c'est compliqué. On aura toute la peine du monde à exister. On n'est pas les seuls. Donc écrémage exceptionnel sur ces Strade Bianche. Écrémage de tout un tas de coureurs qui ont quand même un nom dans le peloton. Et qui se retrouvent complètement lâchés. C'est éparpillé façon puzzle. Et quelque part, ça me plaît. Parce que c'est un peu le sens des Strade Bianche des dernières années. Les Strade Bianche, depuis quelques années, ça explose loin de l'arrivée. Après c'est pas chaque année non plus que Pogacar nous démarre à 80 bornes de l'arrivée et termine en solo. Mais bon, là, il va falloir se débrouiller. Tout le monde a sauté. Van Hils doit s'économiser. Je vais peut-être même jouer un petit peu au niveau de l'effort, puisque je n'ai pas de protecteur à des moments pour essayer de reprendre. Vous voyez, comme ici, je me cale à 74, quitte à reculer un peu dans le groupe de tête, mais au moins reprendre un petit peu plus de barre. Après tout, on n'est pas obligé d'être aux avant-postes pour être au bon endroit. Regardez, il va bientôt se passer quelque chose. Qu'on va même pouvoir admirer. Donc on est à 24, voilà, kilomètres de l'arrivée. Je spoile rien, mais quand il va partir,
et vous avez deviné de qui il s'agit, je pense. Il y a un homme qui semble beaucoup plus fort que tous les autres. C'est Mathieu Van Der Poel. Voilà. Mathieu va partir, et ni les Ineos de Pidcock, Kwiatkowski, ni Tadej Pogačar lui-même, pourtant présent, mais livré à lui-même. Il n'a plus d'équipier. Il est comme nous. Ils ont tous sauté. Il n'y a que les Ineos qui ont réussi. Il y avait Filippo Ganna aussi là, qui a réussi à sauvegarder sa présence. Vous voyez comment j'ai toutes les peines du monde à rester dans le groupe. C'est assez difficile, il faut l'avouer. Et devant, Mathieu Van Der Poel qui fait son petit numéro. 11 km, il y a 1 minute d'avance. L'histoire, elle est enterrée. On ne reprend pas MVDP dans ce contexte. En plus, il y a des montées, mais il y a aussi des descentes. Donc, le mec reprend de la barre comme c'est même pas possible. Injouable Mathieu Van Der Poel sur ces Strade Bianche. Après tout, pourquoi pas, hein, c'est assez réalisable, ce genre de choses. Ça s'est même déjà produit. Van Hills va donc essayer de se battre dans ce qui est la montée de la Via Santa Caterina, mais en version de base. Ah, j'aime pas cette version, je la trouve moche. Mais bon, allez, tout l'environnement est joli au niveau des sponsors, des pancartes, etc. Des balustrades en Shimano. Mais très très vilaine arrivée. Bilbao fait 2, Oldani fait 3, Pogačar fait 4. Et Van Der Poel était déjà sous la douche, ou presque, au moment où tout ce petit monde-là s'est tripé pour un accessite dans les 5 premiers. Si on regarde un peu les choses en review, si vous voulez, quand il part, parce que j'ai voulu comprendre pourquoi personne n'était fichu de rouler sur Van Der Poel. Alors déjà, il y a cette accélération surhumaine. L'accélération de Van Der Poel, on n'y peut rien. Personne ne peut s'aligner sur cette accélération-là dans PCM. En revanche, derrière, ça roule un peu, mais finalement, faute d'équipier de Pogačar, faute sûrement d'un niveau de préparation suffisant de Pogačar, faute d'énergie restante, très très vraisemblablement chez les Ineos, les autres coureurs qui constituent le groupe là, d'une grosse quinzaine de coureurs étant principalement des leaders et n'ayant quasiment tous plus le moindre équipier sous la main, en fait ça donne ça. Ça donne on se regarde. À un moment, elle était revenue à 30 secondes, le groupe de poursuivants était revenu, et puis après le mec trouve encore le moyen de nous la faire en danseuse dans l'arrivée, pour presque 2 minutes à l'arrivée quand même, hein. 1,40, ouais voilà, mais c'est assez édifiant, la supériorité de Van Der Poel sur ce coup-là. Après ça sprint aussi, ça m'énerve ce sprint à 6 là, sur la même ligne, c'est tellement non réaliste quoi. Enfin peu importe, allez, on prendra le classement final, et on va juste se dire que Van Hills a sauvé le top 10, en espérant faire mieux une autre année, bien sûr. Un petit point préparation et planification à ce stade-là, pour constater que si Tirreno et Paris-Nice se profilent très très vite, je vous avais pas montré, je vous avais pas parlé de toutes mes jeunes pousses en loto U23, je sais plus, enfin j'ai pas bien regardé, enfin bref, en équipe développement, il y a Arnaud Vidard qui s'annonce quand même immense, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Il y a plusieurs coureurs comme ça qui s'annoncent très très forts. Si le potentiel est confirmé, il n'y a pas besoin d'aller recruter très loin, il y a juste à faire monter des coureurs jeunes de l'équipe réserve, hein. Donc il y a aussi ce Donny Milan là, incroyable ça, c'est incroyable des notes pareilles, enfin des potentiels d'évolution comme ceux-ci. Le mec va devenir un puncher de l'au-delà, hein. Enfin bref, voilà, il y a plein de petites choses qui sont assez intéressantes sur le potentiel des uns et des autres. Voilà, donc je l'avais vu, mais je ne l'avais pas montré en vidéo, et il y a vraiment... Alors,
Il y a des noms qui sont un peu imprononçables, il va falloir s'entraîner à les prononcer parce que les mecs risquent d'être bel et bien présents par la suite. Allez, Paris-Nice. Je vous avais détaillé Tirreno avec Astana. Pourquoi ne pas détailler plutôt Paris-Nice avec Lotto Destiny? Paris-Nice autour des principaux. Regardez, j'ai emmené exprès Arnaud Delis pour essayer de gagner au sprint, mais j'ai aussi amené Van Eetvelt pour essayer de gratter quelque chose. Et puis il y a une belle équipe autour avec Campenarts, etc. Et pendant ce temps-là, sur Tirreno, un petit groupe très sympathique, mais moins fort, autour de Maxime Van Heels, comme vous l'avez imaginé certainement en voyant ma composition au niveau des Strade Bianche. Donc étape 1, Paris-Nice, c'est toujours quelque chose de foireux. Paris-Nice, étape 1. On observe souvent des bizarreries dans le final. On va voir si c'est confirmé. Alors là, c'est un petit sprint pour le classement par points. Donc, pas de problème. Voilà, ça s'échappe. Il y a 50 de secondes. Bref, no comment. Au lieu de rester collé, mais bon, tout va bien. Mais surtout, on va se positionner à l'avant pour essayer de préparer notre sprint. C'est logique, non? 8 km de l'arrivée. Berkmoes qui envoie du lourd. Devant Vermeersch qui sera chargé de lancer De Beust, lequel De Beust libérera Arnaud Delis avec Van Eetvelt qui est calé dans la roue, mais ça c'est juste pour pas qu'il prenne une cassure. En fait, je cherche pas à faire sprinter Van Eetvelt. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est parti. Vermeersch qui prend une belle avance. Bof. De Beust dans le tournant. Ouais, ça pue le triplé, tout ça. C'est assez immonde. Ouf, ça va. Tranquille. Delis finit le travail devant Philipsen et Caleb Ewan. Olaf Koy également. Bon. Si on regarde le classement, on se dit propre. Si on regarde les derniers kilomètres, on se dit que c'est moche tout ça. Que c'est moche. Mais bon. Allez, j'étais venu ici pour essayer de gagner une étape avec Arnaud Delis. L'étape est gagnée et je crois que c'est plutôt mérité vu le rythme qu'on a mis dans le final et vu le train de sprinter qu'on avait emmené. Enfin, le train pour Arnaud Delis, pardon. Voilà, bonne chose de faite. On a déjà rempli notre contrat en fait, puisqu'on avait, pour ainsi dire, pas d'objectif particulier. Il n'y a donc plus qu'à s'appliquer. Je vous demande pardon pour ma voix, en fait, je suis malade depuis un certain nombre de jours et je suis bien conscient de ne pas avoir ma voix normale, mais en même temps, ça risque de mettre quelques temps à revenir. Donc, petite parenthèse refermée. Ce Paris-Nice, me sert, moi, de petit étalonnage pour ces coureurs afin d'aller voir comment est-ce qu'on peut gratter des victoires. Je n'ai aucune ambition réelle au général, si ce n'est peut-être un top 10 avec Van Eetvelt, mais je vois pas autre chose en fait. Je vois pas autre chose de possible. Mais par contre, sur les étapes, franchement, celle-ci est à notre portée. Donc, on va essayer de bien se comporter. Voilà, on voit que les sprints ici, le sprint est mieux emmené par un certain nombre d'équipes. Ici, on a même eu du mal à rester bien positionné. Il va falloir que Campenarts nous ramène en meilleure posture. Regardez, Florian Vermeersch est calé dans la roue du Belge Victor Campenarts. Juste, il va falloir arriver à sortir sans se faire bloquer. C'est un petit peu l'objectif. Voilà, très bien les Astana qui se rabattent sur la gauche. Vermeersch qui lance. Arnaud Delis qui suit. Jesper De Beust qui peut à son tour fournir un gros effort, déposer Arnaud. Ouais. Attention, retour de Philipsen, tout va bien. Voilà, celui-là était propre. Ça, c'était du sprint bien emmené, bien maîtrisé. Arnaud Delis devant, Jesper Philipsen, Arnaud Demar, Gaviria, Pedersen. Très bien. Voilà un très bon top 5. Et voilà une victoire un petit peu plus convaincante que ne le fut la précédente
faute de réactivité de l'IA et d'organisation également de leur côté. Et d'ailleurs, on est à deux doigts de se faire sauter sur la ligne, hein, donc difficile. Bon, alors donc très temporairement, Arnaud Delis est le porteur du maillot jaune de leader de ce Paris-Nice. Ça ne durera pas, je vous le spoil bien volontiers, étant donné que l'étape suivante, c'est un contre-la-montre par équipe de 26,4 km. Le temps est pris sur le quatrième. Quatrième coureur sert pour prendre le temps des 4 qui arrivent en fait en premier. Donc je vous l'ai dit, hein, le général n'est pas une priorité ici. Toutefois, on va essayer de bien faire. Je démarre avec des temps adaptés, comme vous le voyez, et des efforts individuels à 87. C'est ce qui m'a paru être le meilleur ratio entre 85 où tu ne consommes pas ta barre rouge et par exemple 90 où tu vas la consommer trop. Donc au premier intermédiaire, on n'est pas fameux, il faut quand même se le dire. En revanche, vous allez voir qu'après, on va être de plus en plus performant. Un petit peu comme si l'IA, à laquelle on se compare nécessairement, avait, je ne sais pas, peut-être une tendance à partir fort. Et alors que nous, on essaie de lisser notre effort davantage, en tout cas. Vous voyez qu'à ce stade ici, à passer la moitié du CLM, je demande à Delis et à Jesper De Beust, qui ne sont pas des spécialistes, juste de maintenir la position. Et par contre, on rallonge les relais et on demande principalement à Kampenarts, Thomas de Gent, Vermeersch, voire Bergmoes, d'assurer l'essentiel des relais. Hein. Van Eetvelt un petit peu, mais pas non plus de manière très prononcée. Et on va terminer ici avec un temps que je considère comme relativement honorable. 21 secondes de perdu. Alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas lâché d'équipier au fur et à mesure. Le jeu le fait. Hein. Le jeu le fait, ils arrivent souvent à 4 ou à 5. Et ils lâchent comme ça pas mal de coureurs. Bon, de toute façon, je peux pas dire que ce soit réellement une priorité. On n'avait pas les moyens de gagner ça. Et Ineos va-t-il gagner d'ailleurs? Hop là, oui. Victoire peut-être pour Ineos, oui, victoire d'Ineos. En même temps, il y a une jolie équipe de rouleurs là, avec Geraint Thomas. Donc, belle victoire pour eux, de peu devant la Bahrain Victorious. Et au classement individuel, désormais, c'est Michał Kwiatkowski qui porte le maillot de leader. Il a 3 équipiers exactement dans le même temps. Et nous, Arnaud est à 17 secondes. Et puis après, par exemple, Van Eetvelt est un petit peu plus loin. Arnaud, c'est grâce au bonif des 2 premières étapes, hein, bien évidemment. Voilà. On arrive ensuite sur une étape plutôt excitante, avec accumulation de difficultés ce jour-là, et une arrivée au Mont Brouilly qui est plutôt sélective quand même. Hein. C'est une étape sélective pour pas pour grimpeurs, mais elle est quand même pour des coureurs très solides dans l'enchaînement des ascensions sur une étape où ça peut s'emballer et on verra si c'est le cas. Bon, je protège a priori Thomas de Gent dans l'hypothèse où quelque chose serait tentable avec lui à un certain moment de la course, mais je protège surtout celui que je considère comme étant le leader naturel pour le général, c'est Van Eetvelt, et donc les autres sont réduits à un rôle d'accompagnement ou de protection. On continue, voilà. On voit que la course n'est pas réellement cadenassée, hein, vous le voyez. On peut pas dire que les Ineos se donnent un mal de chien, même si, regardez, crime de lèse ancien vainqueur de Tour de France, Geraint Thomas est quand même beaucoup soumis à contribution, je trouve, dans cette équipe, ce qui signifie que le jeu a décidé de privilégier Michał Kwiatkowski. Pourquoi pas?
En tout cas, il y en a un qui a fait le plein de points dans cette étape, c'est Mathieu Burgodeau, au niveau des points de la montagne. Puis après, regardez, il y a d'autres équipes qui se mettent un petit peu à rouler. Alors là, il y avait un équipier de Gaudu, un autre de un Bahreïn. Enfin voilà, c'est assez difficile. Le peloton se réduit relativement. Les équipiers disparaissent peu ou prou au fil du temps. Allez, il reste plus qu'une trentaine de coureurs à ce moment-là dans le groupe maillot jaune. Et nous, évidemment, c'est un moment qu'on peut choisir, ici dans l'avant-dernière difficulté du jour, pour essayer de durcir la course encore, pour peut-être, qui sait, placer Van Edvelt, le placer simplement aux 22 coureurs désormais, voilà, histoire d'aller faire une partie du chemin vers un top 10, ça peut être quand même un objectif sympathique. On demande donc, dans cette optique-là, à Campenarts de maintenir quand même l'écart avec les hommes en difficulté derrière ce groupe maillot jaune. Et Thomas de Gent pourra peut-être être chargé de mettre Van Edvelt sur le meilleur positionnement possible. Il reste 2 km un petit peu plus ici. Voilà, on va rouler et faire attention à ce qui sort de l'arrière, à savoir Kwiatkowski d'une part, Ben Healy dans le rétro, on a Remco Evenepoel qui n'est pas bien loin. Hop là, Thomas de Gent, va-t-il le faire? Eh bien non, en fait, celui qui va être le plus costaud dans ce contexte-là, ce sera Ben Healy. Regardez, il lève les bras, et à bon escient, je dirais, puisqu'il ne va pas se faire reprendre ni par Guillaume Martin, ni par Remco Evenepoel. Et donc, bravo. Très très belle victoire ici pour Ben Healy. Et nous, on a été un petit peu juste. On a eu du mal à soutenir la comparaison avec le puncher Ben Healy. Donc c'était une étape sur laquelle il y a vraiment moyen de se régaler avec un certain nombre de coureurs. Mais j'avais pas exactement ce qu'il me fallait ici pour le faire. Un Tim Wellens ou un Tige Benoît de la grande époque, ça gagnait ici. Puisqu'on est avec l'auto, on peut se permettre la petite parenthèse. Voilà, donc on reste placé, pas de problème, on s'en fiche. De toute façon, il n'y a pas d'attente particulière sur cette course. On va passer maintenant à étape 5. Alors celle-là par contre, vous voyez, on peut peut-être ambitionner de la gagner. Je dis on peut essayer. Après, si les difficultés sont passées correctement par Arnaud Delis, pourquoi ne pas envisager la victoire au sprint? En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Après, attention, il y a une échappée. À partir du moment où votre classement général il est assez établi, et donc il y a quelques coureurs, un bon nombre, qui ont beaucoup de retard, il arrive parfois que sur les étapes 5, 6, voire 7, voire 8 de Paris-Nice, vous ayez finalement un peloton qui démissionne et qui laisse filer. Et la victoire après c'est pour les échappés. Donc sera le scénario de cette 5e étape. Ce qu'on va regarder moins de 4 minutes à ce stade-là. C'est toujours intéressant de regarder qui roule. Parce que si on regarde qui roule, on peut déduire qui est vraiment favori ou qui il va falloir vraiment surveiller. Il y a eu de beaux efforts, mais ils étaient assez conjoints de la part d'un certain nombre d'équipes. On a vu des Visma au travail, on a vu un peu de Quick Step Soudal, mais aussi pas mal de, je vous le donne en mille, Alpecin de Koenig. Parce que là, honnêtement, il y a quand même Philipsen, faut pas l'oublier celui-là. Donc nous aussi, on participe au travail. Et regardez, il y a un petit sprint intermédiaire là, avant même l'arrivée. Et on enchaîne avec un petit effort curseur pour se positionner dans un groupe désormais un petit peu réduit. Peloton a éclaté. Et oui, il y a la porte.
Il y a la porte du côté de Visma. Donc attention. Ouh là là, le joli départ pour Koy. Et finalement, il sera, regardez, déposé par Philipsen. Voilà, donc victoire ici assez franche pour Philipsen devant Jacobsen, Koy et Caleb Ewan. Arnaud Delis devant se contenter d'une 5e place. Bon, elle n'est pas déshonorante parce qu'on a gagné déjà 2 étapes. Donc moi, ça me va. Mais à un certain niveau, j'ai un peu ressenti l'échec sur ce coup-là. Je me suis dit que ça n'avait pas été très bien emmené. Et c'était pas très très bien joué de ma part. Il y avait moyen peut-être d'aller embêter Jesper Philipsen. En tout cas plus que ce qu'on l'a fait ici. Voilà, le classement général est stable avec toujours Ben Illy, porteur de la tunique jaune. Et on arrive maintenant à l'étape 6. Alors vous vous souvenez, si vous avez regardé à l'époque, comme c'était mon cas, cette étape 6 de Paris-Nice, avec un final haletant et vraiment une course de mouvement, on se dit, tiens, on aimerait bien vivre une course de mouvement entre les favoris, mais on peut aussi se dire que peut-être tout ça sera cadenassé, et au final, préservons Arnaud Delis dans l'hypothèse d'une arrivée au sprint. Sait-on jamais, hein. Bon, voilà. Donc je sais pas trop. Moi, dans le doute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé Florian Vermeersch à l'avant pour essayer de se battre en baroudeur. Bon, c'est surtout un Flandrien, ne nous mentons pas, mais bon, un Flandrien, parfois, peut gagner ce genre d'étape, surtout s'il a une concurrence en face de lui qui est, on va dire, maîtrisable, quoi. Hein. C'est sûr que si tu lui mets Carapace en face dans la dernière bosse, il se fait éclater, hein, donc ça sert à rien. Et puis aussi, je vous parlais un petit peu plus tôt là de la question des sprints GPM. Bah, clairement, le GPM, vous pouvez le gagner aussi si vous sortez à 3 km. Et à ce moment-là, sortez en costaud, vous y allez avec un énorme effort, et s'il le faut, vous terminez sur la barre jaune à 99 curseurs. Ça peut rapporter des points, parfois. Maintenant, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt à le faire? Je l'ai juste fait pour pouvoir en parler. Mais après, sinon, voilà, je m'en fiche un peu. Hein. On va pas aller chercher le maillot à poids de Paris-Nice avec Florian Vermeersch non plus, quoi. Faut pas rigoler. Donc, toujours Mathieu Burgodeau qui n'est pas présent dans l'échappée en tête de ce classement. Puis regardez, au fur et à mesure que cette étape avance, on se dit que peut-être le groupe d'échappés peut aller au bout. En tout cas, à 80 bornes de l'arrivée, rien n'est exclu. Et à 60 bornes de l'arrivée, quelques secondes plus tard, c'est pas non plus exclu, mais il n'y a plus que 2 minutes. Attention à pas se faire, voilà, distancer juste sur ce type de sprint. On fait toujours délirer, hein, les sprints. Des 8 qui sprintent comme des malades, comme si leur vie en dépendait, alors qu'il y a une victoire d'étape quelques dizaines de minutes plus tard, quoi. Donc, bref. Ok, Vermeersch, toujours 2 minutes pour les échapper. Et si ça vire pas mal dans la bosse, honnêtement, c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est même peut-être gagné devant pour les échapper. Vous voyez, ils ne perdent plus de temps. Il y a du mal à s'organiser derrière au niveau de la poursuite. Les IF qui avaient roulé pendant un temps, je vous le dis, hein, parce que je l'ai regardé, mais à l'image, ça n'apparaît pas. Je l'ai suivi, moi, pendant la course. Les IF ont fini par s'épuiser. Ils n'ont pas trouvé vraiment d'alliés pour rouler. Alors, de ce fait, vous voyez, les petites tentatives individuelles, mais totalement désordonnées, de contre pour essayer de rattraper l'échappée, etc., etc. Bon, en l'occurrence, on voit là maintenant que ça va aller au bout. Moi, j'utilise un peu, vous voyez, de barre jaune là, exprès. J'utilise de l'effort à des moments
pour bien rester dans le groupe, pour maintenir l'avance. Je vous avoue que j'avais aussi le secret espoir d'arriver à faire sortir de la roue certains coureurs, parce qu'une arrivée à 10, c'est pas évident. Il y a Emmanuel Buchmann, il y a Mathieu Burgodeau désormais, il y a Elie Gébert, il y a Anthony Pérez. Ah là là, on sait pas tellement qui on doit regarder, c'est pas évident. Et que va-t-il se passer? Ceux qui sont en surnombre, regardez, vont finalement tirer les marrons du feu. C'est Elie Gébert qui va s'imposer ici devant Maleki et Pérez. Et nous, on doit se satisfaire d'une place d'honneur. Oui, voilà. Donc dommage, parce que cette échappée est allée au bout. Il y avait donc eu une vraie opportunité. Mais on recommencera. Et peut-être que ça nous sourira une autre fois. C'était pas la bonne ici. Donc, bien en tout cas, ils ont bien joué leur surnombre. Arkea, BNB. C'était très très bien, rien à dire. Et vous voyez, hop, ils étaient trois, je crois, et puis il y en a un qui lâche un peu avant, et un autre qui prépare. Enfin, c'était pas si mal joué. Ok. Sisteron, la colle sur loup. 7ème étape. C'est donc réglé. Benili est toujours maillot jaune. Et là, maintenant, on arrive à l'étape dite Rennes. L'étape 7. Avec une arrivée au sommet à la Madone du Tel. Donc, on avait connu le Turini dans les années précédentes. On avait connu la Couillole. On avait connu un certain nombre d'arrivées lors de l'étape 7. Cette fois-ci, c'est la Madone du Tel. Et que va-t-il se produire? Moi, déjà, j'ai envie d'envoyer quelqu'un devant. Alors, vous allez me dire, ouais, mais De Ghent, tu condamnes l'échappée si tu l'envoies devant. J'en suis conscient. Mais le problème, c'est que, comme vous savez très bien, situation de départ d'étape à PCM, les mecs sont complètement bloqués quand ils sont derrière. Et quand ils sont bloqués, vous, si vous avez la chance d'en faire partir un, quitte à se dire, il y aura un groupe de contre-attaque plus tard, etc. Et là, on jouera vraiment notre va-tout, vous êtes obligé. Sinon, vous envoyez personne. Or, envoyer personne sur une étape comme celle-ci, c'est du beau gâchis. Parce que il y a une chance pour l'échapper, là encore. Alors, évidemment, la présence de Thomas De Ghent condamne, je l'ai dit juste avant, condamne un peu cette échappée, dans le sens où il a pas beaucoup de retard au général, et que l'IA peut s'en méfier. Peut-être, en tout cas, faut pas donner 10 minutes, c'est sûr, à cette échappée devant. Mais après, De Ghent ne va pas non plus gagner Paris-Nice, quoi. Faut se calmer, hein. Toujours est-il que, regardez, c'est la grosse bagarre dans le début de l'ascension de la Madone du Tel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de se positionner un petit peu avec Lennart van Eetvelt pour essayer de, qui sait, avancer en curseur le plus loin possible et peut-être jaillir et peut-être, je ne sais pas moi, peut-être prendre la bonne roue, celle d'Evenepoel ou celle de Kwiatkowski ou de Benili. Voilà, il y a des roues qui sont meilleures que d'autres. Alors vous voyez, je continue, hein, je m'obstine avec Thomas De Ghent. Le malheur, c'est que je perds un peu mes équipiers là. Vous voyez, De Beust a lâché depuis longtemps, Vermersch c'est fini, Arnaud Delis terminé, Bergmus terminé également. Il ne reste plus beaucoup de barres à nos amis Kampenarts par exemple ou De Ghent pour aider Van Eetvelt. Puis vous avez vu, il y a Remco qui est sorti, mais Remco n'est pas tranchant. Il a entre 10 et 30 secondes selon les moments d'avance sur un groupe qui n'explose pas. C'est dû à des pourcentages qui ne sont pas énormes en fait. Cette Madone du Tel, il n'y a pas beaucoup de pourcentage dessus. Et du coup, si le pourcentage moyen est inférieur à 6%, certes l'ascension est longue, mais on ne peut pas dire que ce soit très très difficile. Donc les groupes sont encore assez fournis. Et c'est comme ça que personne ne sera en mesure
de reprendre Remco, même Bourman là qui jaillit 2 fois d'affilée, même Tobias Johansen, bref, personne n'arrivera à reprendre Remco, mais il y aura quasiment pas d'écart au sommet. Donc c'est une étape qui est un peu un fiasco parce que quand t'as ton étape Rennes qui accouche de 50 coureurs qui sont quasiment dans le même temps, bah franchement, ton étape Rennes, elle est pas Rennes. Donc voilà, bon bref. Remco, est-ce qu'il va prendre le maillot? Tiens, c'est la question, parce qu'avec de si faibles écarts, Ben Illy, il a certainement limité la casse. Donc on va voir ça de suite. Bon, en tout cas, Remco, hein, avec quand même plaisir. C'était le Cador présent sur ce Paris-Nice. Que va-t-il se produire? Nous, on a subi léger, mais pas trop non plus. On est encore top 10. Et Ben Illy conserve à ce stade la tunique jaune. Vous le sentez venir, sûrement qu'il sera difficile d'aller la lui retirer le lendemain. Le lendemain, étape 8 ultra classique autour de Nice avec Coldez et compagnie à la fin. Et là, je me dis, zut, j'ai que Van Etfeldt devant. Et si je partais? Allez, on tente. Juste selon le principe que je vous ai énoncé juste avant. À savoir, je fais partir Van Etfeldt, ça me permet d'étirer un petit peu tout ce petit monde. Le Van Etfeldt ne va pas partir très loin. De toute façon, on ne le laissera pas partir. En revanche, il y a une première échappée qui va se lancer, mais moi j'ai eu le temps de ramener tout le monde de l'arrière et de faire rouler. De Ghent en l'occurrence dans un premier temps, Vermeersch, Kampenarts, on demandera à Bergmoos s'il le faut. En tout cas, de revenir sur cette échappée. Pourquoi est-ce que je fais preuve d'agressivité? Parce que je me dis quand même que cette étape 8, il y a moyen d'aller faire quelque chose. Tiens, on reprend Burgodo, ça nous dit, ah tiens, mais il reste beaucoup de points pour le maillot à pois. Est-ce qu'on pourrait pas aller lui piquer à tout hasard? Bon, en tout cas, on roule. On roule et on verra bien si on a quelqu'un qui a une opportunité d'attaque sur un bon moment de course. Eh ben, on le fera. Donc, Kampenarts de Ghent sont nos très 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 gros rouleurs. Cela va sans dire. Après, j'ai aussi dans un coin de ma tête Arnaud Delis. Hein. Regardez ce qui se passe ici, c'est amusant. Hein. Il y a eu une cassure à l'intérieur de laquelle Vlasov, Illy, entre autres, sont bel et bien présents. En revanche, d'autres sont derrière. Donc, tiens, pourquoi ne pas essayer de profiter de cette opportunité? Bon, enfin, on est quand même en souffrance. Hein. On n'a pas de quoi tenir face à ces coureurs-là. Donc, on se réorganise un petit peu, on laisse revenir derrière. Voilà, Van Etfeldt qui peut produire ici un petit effort. Lui, il est protégé par Jesper de Beust. Donc, il est pépère. Il y a un groupe de contre, vous le voyez, de 26 par rapport à Ben Illy, qui est encore à ce stade-là échappé, mais qui ne tardera pas à se relever. Regardez, voilà, hop, avec Vlasov et je ne sais plus qui, Jack Haig, peut-être. Il s'est relevé. Et là, maintenant, on peut s'organiser. Il reste 60 bornes. Il n'y a que 2 échappés, mais honnêtement, casse pas 3 pattes à un canard. Ils vont se faire reprendre à peu près quand on le voudra. Vous voyez, gros effort encore de Van Etfeldt. Et oui, mais en même temps, regardez, qu'est-ce qui me reste comme force? Je les ai épuisés, mes gars. Donc, il faut se remettre en mode récupération pour Van Etfeldt, pour Thomas de Ghent. Et puis après, all-in sur Kampenarts, tant qu'il le pourra. Il faut que Kampenarts fournisse un énorme effort dans ce code de paye. Ici, vous voyez que les échappés, fatalement, ils craquent. On a oublié ici tout rêve de maillot à pois. Hein. On n'a pas été du tout dans une échappée consistante qui garde en fait sa position tout au long de la course, etc. Donc ce ne sera pas nous. Mais par contre, la victoire d'étape, moi, j'ai pas fait une croix dessus encore. Hein. Parce que pour moi, il reste encore une opportunité ou deux d'y aller. Tiens, notamment celle-ci, regardez. 40 bandes de l'arrivée. Van Etfeldt, un petit peu avant le sommet de paye. Alors, il va être repris. Regardez, ça roule comme des dingos derrière lui. Ok, très bien,
pas de problème. On va reprendre des forces, puisque il a été repris. On va se reposer. On est tout seul, mais il n'y a pas de problème. On est tout seul, mais on est très fort. Et il faut juste surveiller, voilà, c'est un bon départ de quelqu'un. Hop, lui emboîter le pas, collaborer, et qui sait, après à l'arrivée à Nice, on verra bien. David Gaudu qui accélère ici. Moi je décide de suivre Gaudu. On voit que Johannessen également a suivi. Tiens, il y a deux groupes FDJ, Lenny Martinez et tout ça. On pourrait pas collaborer là peut-être? Allez. Non, c'est revenu. C'était un faux espoir. On va se remettre encore de nos petites tentatives. De Ghent ne rentrera pas. Hein. C'était juste au cas où que j'ai montré l'arrière. Van Eetvelt ici dans la descente en direction du col des 4 chemins. Et allez, c'est parti. Attaque de Van Eetvelt au pied. Il reste 3 km. On les fait à bloc. On est très fort. Je vois pas de raison pour laquelle on pourrait pas au moins tenter notre chance. Remco Evenepoel réagit. Kwiatkowski également. Ben Illy est un tout petit peu plus loin, mais il n'est pas en difficulté du tout. Aïe, on ne nous a pas laissé partir. Alors là, je joue de la barre jaune, pareil. Barre jaune à bloc, en se disant, si c'est dur pour moi, c'est dur pour eux. On est dans le noir, là, vous voyez. Les pourcentages qui sont supérieurs à 10% par secteur. Et dans le final, heureusement, ça devient un tout petit peu plus calme, 9-8%, voilà, ici. Et là, Remco a gardé notre roue, et là, c'est petite spéciale, ça. Allez, attaque. Attaque à bloc. Si on fait la descente à tombeau ouvert, on peut encore s'en sortir. On est venu pour chasser les étapes, hein. Donc, si on peut chasser celle-là, il n'y a pas de problème. Groupe de 30, qui va prendre la poursuite à son compte. Et apparemment, pas grand monde. C'était notre espoir. Hein, c'est-à-dire que les mecs derrière se regardent un peu parce qu'ils pensent au sprint. Ils n'ont pas envie de faire les efforts superflus. Heureusement, après, il y a Valgren qui fait le taf pour Ben Illy, mais c'est un petit peu tard. Van Eetvelt qui dispose de plus d'une vingtaine de secondes d'avance au moment d'arriver sur la prom. On peut lever les bras. Victoire, ici, en solitaire, de Lennart Van Eetvelt. Et les autres se battent pour la deuxième place. Ouf, j'ai réussi mon coup. Gagner l'étape 8. Un petit peu plus proprement qu'avec Astana dernièrement. Où c'était pas très propre. Je vous le concède très très volontiers. C'était pas très joli, hein. C'était vraiment du jeu pur et dur. Là, c'était un petit peu plus une course de cyclisme débridée. Donc, victoire, c'est la 3e pour la Lotto Destiny sur ce Paris-Nice. C'est un très très bon Paris-Nice pour nous, visibilité 9 au total. On conserve quelqu'un dans le top 10. Bon, les efforts de Ghent lui auront coûté quelques places, on s'en fiche radicalement. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc évidemment, quand je vais reprendre, je vous montrerai un petit peu de Tirreno, mais ce sera rapide. Puis après, on ira très très joyeusement vers San Remo, Milan-San Remo. Et puis surtout, on va traiter des classiques. Parce que ça, c'est très très excitant. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et portez-vous le mieux possible. Bye bye.